Première question, comment allez-vous presque 24 heures après? Ah, toujours sous le coup de la déception, hein. On digère tout doucement cette défaite et puis surtout, les faits de jeu qui ont conduit à cette défaite, qu'on voilà, un peu du mal à accepter et à digérer. Ouais, j'imagine bien, bien volontiers. Est-ce qu'on retient quand même, au moins de façade ou devant ses joueurs, le parcours de Valenciennes? Parce qu'une demi-finale de Coupe de France, c'est pas rien. Alors, ok, c'est pas une finale. Je comprends la déception, je cherche pas à vous dire le contraire, mais est-ce qu'on retient ça quand même un peu, l'épopée? Ouais, moi j'ai beaucoup de fierté. Franchement, je suis fier de mes joueurs parce que ce que je voulais, c'est surtout qu'ils vivent cette finale, qu'ils passent pas à côté, qu'ils aient pas de regrets, en étant inhibés par l'événement, en étant inhibés par le stade, par l'atmosphère et rien que dans ça, je suis fier d'eux parce ils l'ont joué, ils ont respecté le plan de jeu, ils ont été acteurs de cette finale et je voulais pas qu'on soit en réaction et je voulais vraiment qu'on influe sur le jeu et ils l'ont bien fait. Alors, surtout que pendant une bonne partie du match, vous avez tenu tête, vous avez même ouvert le score. Un but qui a été refusé. Je voudrais qu'on parle de cette action de jeu. Qu'est-ce que vous pensez de cette faute, ce but qui a été validé dans un premier temps, Raphaël l'a rappelé, avant d'être annulé dans un deuxième temps? Quelle est votre lecture de cette action? Bah, je trouve que c'est très sévère dans le sens où, le défenseur lyonnais, en fait, ne vient pas jouer le ballon, il vient jouer le corps de mon attaquant pour se mettre en opposition, faire un peu une faute un peu intelligente. Vous savez, comme on fait souvent nous les défenseurs et je suis bien placé pour le dire parce que ça m'arrivait des fois où on attend que l'attaquant vienne nous percuter pour tomber et tomber sur le ballon et le prendre un peu avec la main. Et en fait, on se rend compte qu'il joue mal le coup parce que mon attaquant, sent le coup venir et pour moi, le contact est très, très léger pour siffler, sachant que juste sur l'action d'avant, nous, on a notre excentré qui se fait découper devant le banc ouais, je trouve que c'est assez sévère. Non, c'est très juste. Après, c'est très juste ce qu'on dit sur le plateau, mais nous, il y a entre guillemets, on sent une injustice parce que quand ça va dans notre sens, eh ben, elle prend la peine de, entre guillemets, «suivre l'avis du VAR» et quand la VAR la sollicite pour à juste titre et je pense qu'on va en parler pour le penalty, là, elle va pas dans le sens du VAR. Donc c'est là où en fait pour nous il y a double peine et on sent vraiment une injustice par On rapport aux décisions qui revient. ont été prises. Non, parce que moi je juge pas l'action du tout de la même manière. En fait, mon défenseur il défend très bien, il est dans sa gestion de profondeur. Le ballon il l'emmène vers le côté. Lacazette sur sa première prise de balle, il perd complètement le contrôle du ballon en fait. Mon défenseur il est situé entre le ballon et Lacazette et c'est Lacazette qui vient percuter la jambe de mon défenseur et non pas mon défenseur qui percute la jambe de Lacazette. Après, peut-être que avec l'utilisation du VAR, on estime que mon défenseur pose le bras sur Lacazette, mais là, ça, c'est différent. Mais en tout cas, au niveau des jambes, c'est pas mon défenseur qui va vers Lacazette, mais c'est plutôt Lacazette qui va vers mon défenseur. Ouais, et c'est toute la difficulté pour moi de l'arbitre. C'est pour ça que je veux pas du tout frapper sur Madame Frappard, parce que elle est acteur du jeu, elle est dans l'action, et on a des sensations à vitesse réelle qui souvent sont des bonnes intuitions, avec les images, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi et sortir des fois des images de leur contexte, de la vitesse réelle, bah, ça induit en erreur. Bon, alors, je voudrais qu'on revienne également sur ce qui est arrivé à Orlando Silvestri, votre adjoint, puisque on l'a appris dans la soirée, il est allé rejoindre sa famille et on a appris qu'il avait été passé à tabac par quelqu'un qui s'occupe de la sécurité du côté de l'Olympique Lyonnais. Je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, ce que vous savez. Puis moi, tout à l'heure, et vous verrez que les deux versions sont proches, puisque le club lyonnais, John Textor et Laurent Prudhomme, président et directeur général, se sont excusés. Vous allez nous raconter votre point de vue. Puis moi, je vous donnerai l'avis de Laurent Prudhomme, puisque je l'ai eu avant l'émission, parce que je voulais absolument avoir également son point de vue. Je l'ai eu longuement avant l'émission. Il n'a pas souhaité parler, mais il m'autorisera à parler en son nom après ce qu'on s'est dit. Je vous écoute, Ahmed. Écoutez, moi j'ai pas assisté à la scène, mais des retours qui m'ont été faits, c'est mon adjoint Orlando Silvestri est parti rejoindre son épouse et sa fille qui étaient en tribune et il s'est fait agresser par un des stadiers. Donc moi je trouve ça totalement inacceptable et mon adjoint a tout mon soutien parce que c'est pas tolérable qu'on puisse être dans un stade où déjà il y a un envahissement de terrain et je trouve que c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes et c'est dangereux parce qu'il y a des enfants, on veut remettre une ambiance familiale dans les stades, mais aujourd'hui, est-ce que les parents vont vouloir venir avec leurs enfants s'il y a un risque à chaque fois d'envahissement et de mouvement de foule? Donc ça, il faut absolument qu'au niveau de la sécurité, il y ait des mesures qui soient prises.
le club de Valenciennes et les dirigeants lyonnais, et d'ailleurs, je pense que le club a fait un communiqué, nous, en ce sens, pour remercier l'action des dirigeants lyonnais parce qu'ils prennent le problème à bras le corps. Il y a une plainte d'ailleurs qui a été déposée pour pouvoir éclaircir cette histoire. Mais voilà, il faut absolument qu'on puisse venir au stade en toute sécurité. Et ce qui s'est passé hier, c'est juste intolérable. Question, comment va Orlando? Orlando est touché. Je l'ai eu encore il y a quelques instants au téléphone. Voilà, Orlando, c'est quelqu'un d'entier, pour ceux qui le connaissent. Et il a été touché par l'événement. C'est quand même voilà, c'est un joueur enfin, c'est un ancien joueur, il a une carrière, il connaît les tensions, il connaît les atmosphères dans les stades. Et voilà, il a jamais vécu ça, quoi, ce sentiment d'insécurité. C'est pas normal aujourd'hui en 2024 d'être dans cette situation. Et physiquement, il va être stoppé quelque temps. Je peux vous poser la question? J'espère pas. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on était au repos, donc chacun a profité de cette journée pour récupérer. Mais en tout cas, il est touché forcément mentalement par cet événement. Alors, je tiens à vous dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu Laurent Prudhomme, le directeur général de l'Olympique Lyonnais, en ligne avant l'émission. Vous disiez qu'ils avaient pris le problème à bras le corps. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils ont toutes les vidéos du stade. Ils ont contacté le prestataire, parce que ce n'est pas l'OL qui assure lui-même la sécurité, mais un prestataire extérieur, comme dans quasiment 100% des stades. Ils ont retrouvé la personne qui a agressé votre adjoint. Ils sont allés le voir. Ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai compris, c'est que ce garçon ne pourra plus venir au stade du côté du Groupama Stadium, exercer son métier de sécurité de stadier. J'ai pas la dénomination exacte, mais en tout cas, il ne pourra plus faire cela. Une plainte a été déposée, vous l'avez dit vous-même, et l'intégralité des bandes sont désormais aux mains de la police. Voilà ce que m'a dit Laurent Prudhomme. Donc il y aura un suivi du côté de l'Olympique Lyonnais. Je ne suis pas leur porte-parole, hein, mais comme je vous avais dans l'émission, je tenais également à avoir aussi le son de cloche de la part de la direction de l'OL qui, comme vous l'avez dit, s'est excusée hier. Et donc je vous le rapporte, comme vous l'aviez dit, là on est raccord sur cette histoire-là. Vous transmettez évidemment toutes nos pensées positives à Orlando Silvestri de notre part. Un dernier mot, Ahmed, merci d'être venu ce soir. Concernant la Ligue 2, vous êtes dernier de Ligue 2, là c'est compliqué ce championnat cette année. On a redécouvert, pour certains, en lisant le journal, qu'il y avait donc ces investisseurs, qui avaient de l'ambition au sein du club, que Valenciennes allait peut-être descendre, mais finalement renaître pour remonter très vite. Il se passe quoi au club? C'est quoi le sentiment général si je laisse de côté la demi-finale? Non, mais il y a beaucoup de déceptions. Voilà, c'est une saison difficile en termes de résultats. Et forcément, c'est toujours difficile à vivre quand les choses ne tournent pas comme l'on veut. Maintenant, voilà, il y a des investisseurs qui sont solides, qui ont une expérience aussi dans le rachat de clubs et dans la structuration des clubs. Et Valenciennes, c'est un club historique, c'est un club avec des supporters, c'est un club avec un engouement, c'est un club centenaire. Quelle que soit l'issue de la saison, c'est un club qui se reconstruira et qu'on retrouvera au plus haut niveau rapidement, j'en suis persuadé. Avec Ahmed Kantari? Ahmed Kantari, il est là pour 8 matchs, il travaille, il veut gagner des matchs, il veut faire des belles prestations comme ça a été fait hier, en tout cas sur une bonne partie du match. Et puis voilà, dans le football, les choses peuvent aller très vite, mais voilà, on verra comment se déroulent les choses dans les prochaines semaines.